que le climat politique actuel est plutôt détendu et apaisé, on s'est dit que c'était le moment de balancer un best-of des meilleurs coups de gueule de la saison. On en a gros, c'est ce que semblent dire ces agriculteurs, que ce soit sur le double discours des politiques, la gestion de l'eau, l'agriculture régénératrice ou encore l'inactivité des autorités face au vol de GPS. Et en fin d'émission, vous verrez même qu'il n'y a pas qu'en France que les agriculteurs se sentent délaissés par nos chers politiques. On est parti pour 13 minutes de bonne humeur. Enjoy! Il y a 2 semaines, on avait rencontré Christian Fourcade pour parler de cette initiative sympa qu'était la marque Pixtech. Et bien là, on va parler de trucs un peu moins positifs. Dans cette magnifique région des Hautes-Pyrénées, il y a 2 problèmes qui ont l'art de mettre en colère Christian. Le premier sujet qui t'énerve, c'est quoi ? C'est le foncier. C'est qu'on est un département où on a ici les plus petites exploitations de toute la France et c'est la structuration du foncier qui pose le plus gros problème. C'est qu'on a des petites parcelles, des petites structures très morcelées. Quelle que soit notre agriculture, quelle que soit l'agriculture intensive, biologique ou autre, ça nous pose un problème. Ça veut dire qu'une personne qui travaille peut-être 100 hectares, il va avoir combien de propriétaires ? Il peut avoir 80 propriétaires et un même propriétaire peut avoir plusieurs parcelles. Donc ça vous fait en moyenne par propriétaire de 50-60 arts et pour réunir une parcelle d'1 hectare, on peut avoir 5 ou 6 propriétaires. Et plus on s'approche des villes, bien sûr, moins l'exploitant est propriétaire. On a un taux de faire-valoir direct en région périurbaine de 20-30%. Et là, toi, tu dis c'est catastrophique, notamment pour éviter de perdre de l'élevage. Mais bien sûr, puisque aujourd'hui l'élevage, les troupeaux se sont agrandis et avec ce parcellaire, ça devient très difficile de gérer un troupeau de 80-100 bêtes. On a une multitude de parcelles à clôturer, à amener de l'eau l'été surtout pour la pâture et ça devient problématique. Et c'est même pour certaines exploitations une intensification. Même en bovin viande, ils évitent de les déplacer puisque ça ralentit les voitures et pendre du fumier, ça devient un gros problème parce que les gens ne veulent plus accepter cela. Tout cela pose un problème et c'est la disparition, on le voit aujourd'hui, de l'élevage dans beaucoup de secteurs des coteaux et de la plaine dans ce département. Ah, compliqué le foncier dans les Hautes-Pyrénées, mais un autre élément qui met en pétard Christian, c'est que le loup s'est invité sur ses terres. Quelques éléments de contexte. On l'oublie parfois, mais contrairement à d'autres pays où elle a été réintroduite, c'est bien de façon naturelle que le loup gris est revenu en France, tout d'abord dans le parc du Mercantour au début des années 90. 30 ans plus tard, même s'il reste difficile d'estimer sa population, environ 1000 loups seraient présents en France, dans la plupart des massifs français. Un chiffre qui a quasiment triplé en 7 ans, avec une forte accélération ces dernières années. Ces derniers mois, le loup a même été aperçu plusieurs fois en Bretagne. Parallèlement, les éleveurs signalent de plus en plus d'attaques. Plus de 10 000 animaux d'élevage ont ainsi été tués par le loup sur la seule année 2021. Et Christian, il en pense quoi ? Alors dans les Hautes-Pyrénées, c'est vrai qu'on a l'élevage ovin et le problème c'est que le loup depuis 2022, il est là. Il est là et après l'ours qui a posé de gros problèmes lors de son réintroduction, aujourd'hui on a une réintroduction de loup parce qu'on se pose des questions pourquoi le loup se déplace aussi facilement d'un côté à l'autre. Et de l'année dernière, donc, il est arrivé sur des vallées donc, des Pyrénées centrales et aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Et aujourd'hui, il s'attaque aux moutons, mais maintenant on le voit, il s'attaque maintenant à des gros bovins et des chevaux. Donc si en plus de l'ours, on doit avoir le loup, ça sera impossible de maintenir l'élevage en montagne. Et avec le loup, on le sait maintenant, il ne reste pas qu'en montagne, il descend dans la plaine et partout dans les régions d'élevage. Bon mais Christian, il faut faire quoi ? Il faut l'éliminer, point. Il faut l'éliminer. La problématique, c'est une problématique franco-française. C'est qu'avant de pouvoir tirer le moindre coup de fusil, il faut 10 arrêtés municipaux dans l'année. Et ça, c'est la tracasserie, les surtranspositions européennes des règlements de la Convention de Berne qui fait que la France, il est impossible de tirer un loup ou très difficile, surtout quand ils viennent d'arriver. Dans les Alpes, maintenant, ils ont une habitude, mais malheureusement, avec tous les dégâts qu'ils ont. Mais ici, vous avez les autorités qui sont d'accord pour l'éliminer, mais le problème, c'est que la personne qui a le loup au bout du fusil, eh bien, il hésite à tirer parce qu'il s'expose à beaucoup d'embêtements. Mon coup de gueule, il est simple. J'écoute beaucoup la radio, pratiquement toute la journée, en travaillant. Je lis les journaux
je regarde un petit peu la télé tard le soir. Depuis quelque temps, il y a une campagne très importante sur l'intérêt d'utiliser, d'installer chez soi des récupérateurs d'eau de pluie. Donc en fixant des récupérateurs à la gouttière de son toit, on récupère de l'eau. Parce que c'est très intelligent de stocker de l'eau quand il pleut pour l'utiliser quand il ne pleut pas. Donc moi je ne peux qu'être d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que c'est un coup de gueule? Parce qu'en fait ce qui serait bon pour le citoyen lambda ne serait pas bon pour les agriculteurs. Je suis dans un département, les Hautes-Pyrénées, qui est un véritable château d'eau. On est incapable de faire aboutir un projet qui permettrait de récupérer l'eau, de retenir l'eau l'hiver pour pouvoir l'utiliser l'été. Donc ce qui serait bon pour les citoyens ne le serait pas pour les agriculteurs. Moi j'ai juste envie de dire que les agriculteurs sont, avant d'être agriculteurs, des citoyens aussi, inscrits dans leur société, inscrits dans leur territoire. Mais en plus, ils contribuent à l'économie de ce territoire et surtout, ils font manger la population tous les jours. Donc surtout, ce qui serait important, c'est que si on veut de l'eau l'été, on puisse la retenir l'hiver pour produire localement ce qu'on consomme localement. C'est très simple. L'agriculture régénératrice, c'est un concept qui soit un concept marketing pour les grandes firmes, soit un concept idéologique pour ceux qui sont tenants de la décroissance. Ce concept est hors agriculteur. L'agriculture de conservation des sols, c'est un système de production qu'on peut définir sur le terrain. 3 grands principes simples, mais c'est bien un système de production. Il n'y a pas d'interprétation. Le concept de l'agriculture régénérative, ça permet à l'ensemble des acteurs de rentrer dedans tout un tas d'actions qui ont leur valeur, mais qui n'ont pas principe de système de production. On peut faire du bio, on peut faire de l'agroforesterie, on peut faire de l'agriculture de conservation ou pas. Et donc, ce n'est pas un système de production. C'est ça l'essentiel pour les agriculteurs à comprendre. Ce que je refuse, c'est qu'on laisse croire que l'agriculture régénérative, c'est de l'agriculture de conservation des sols. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est autre chose, qui a une autre valeur et qui n'a pas le pied dans la ferme. L'agriculture de conservation des sols appartient aux agriculteurs. L'agriculture régénérative appartient à un autre monde. Hop, hop, hop. Je reprends la parole juste 2 secondes parce que ça vient de tomber. Cette semaine, la gendarmerie nationale a publié un rapport indiquant qu'en 2022, il y a eu une atteinte aux biens dans les exploitations toutes les 30 minutes. C'est quand même pas mal. Et le jackpot pour les voleurs, on vous en parle depuis quelques années, ce sont les GPS. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont démontés en moins d'1 minute par les voleurs et qui ne sont même pas localisés lorsqu'ils sont remis en service en Roumanie, en Moldavie ou partout ailleurs. Ce qui est quand même plutôt étonnant pour un GPS. Alors on pourrait imaginer des choses sur le papier toutes simples comme les désactiver à distance. Et justement, c'est la base du coup de gueule de la semaine. Et Jean-Paul, on va encore pas se faire des potes sur ce coup-là. Oui, Jean-Paul, en effet, moi j'ai pris connaissance également de ce rapport là qui vient de tomber au niveau des vols constatés, des infractions sur le milieu rural et plus particulièrement sur les exploitations agricoles. 16 000 vols, c'est une toutes les 30 minutes, un vol toutes les 30 minutes. Et les principaux outils qui sont volés, c'est aussi le matériel GPS, RTK. Alors oui, certes, c'est peut-être facile à voler, trop facile, mais ce qui est regrettable, c'est que c'est du système qui doit être géolocalisé, géolocalisable. On sait qu'on peut potentiellement le retrouver et on a l'impression, nous, en tant qu'utilisateurs, que le travail n'est pas mené. Alors, il n'est pas mené par les constructeurs ou est-ce qu'il n'est pas mené par le système judiciaire européen? Voilà, il y a une grosse question qui doit être menée sur ce sujet. Moi, c'est quelque chose qui, quand même, me surprend. On parle souvent du double discours des politiciens et c'est justement intéressant. Luc Smessard, vous êtes vice-président de la FNSEA, donc vous avez eu l'occasion de constater le comportement des politiques dans les stands, une fois que les portes étaient fermées, et puis dehors avec les caméras. Oui, clairement, j'ai eu la chance, je pense, de le dire comme ça, d'accompagner différents hommes politiques et femmes politiques. J'ai accompagné Mathilde Panot, donc la présidente du groupe LFI, au niveau des légumes, au niveau de la viande, au niveau du lait. Beaucoup de débats intéressants sur les importations qui augmentent, la baisse du nombre d'éleveurs et les conséquences, voire aussi de montrer tous les efforts qui ont été faits. Elle découvrait tout ce qu'on faisait comme production et ce qui permettait justement de faire toutes ces transitions agroécologiques. Et
là où ça, je dis stop, c'est que dès qu'elle sortait, dès qu'il y avait des journalistes, elle était en compréhension avec nous. Dès qu'elle sortait, là c'était ça y est, il faut changer de modèle, tout va mal. Et je lui ai dit à la fin, Madame Mathilde Panot, il faut que vous vous rendiez compte que quand vous faites ça, vous tapez sur les paysans et donc encouragez-les, mais arrêtez ce double langage. Antonio, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui montre ici que le réchauffement climatique est en cours? Pues llevamos varios años ya anticipando la floración, es decir, las temperaturas que cada vez vienen en invierno son más suaves. Nosotros a lo primero teníamos que proteger un poco a la planta por el frío. Ya llevamos varios años que no tengo ni protegerlo, es decir, el mango no necesita prácticamente ningún producto para protegerlo del frío. La floración se ha adelantado de 2 a 3 meses, desde diciembre ya hay flores, cuando eso era a partir de marzo. El cambio climático nos está fastidiando porque imagínense que nosotros, por ejemplo, acostumbrados a tenerlo en marzo la flor, en enero sale la flor por la temperatura y de golpe viene una bajada brusca de temperatura. No echan por tierra el producto, con lo cual sería una ruina. Entonces estamos, digamos, nos están repercutiendo mucho miedo, porque no sabemos si vamos a tener la producción o no, debido a estas temperaturas que no son normales. Llevamos ya por lo menos 5 o 6 años así. Antonio, nous sommes ici dans un climat subtropical et pourtant il y a de l'eau. Nuestro clima es subtropical y gran parte del año las temperaturas son muy suaves. Por eso podemos tener estos frutos tropicales. Ahora bien, el tema del agua nos está fastidiando cada vez más. Cada vez llueve menos. Y aunque tenemos reservas hidráulicas aquí al lado, por problemas burocráticos, políticos más bien, no podemos regar lo suficiente nuestras plantaciones. De hecho, estamos pasándolas muy mal. Hay plantaciones que últimamente se han dejado ya de regar con agua salada, porque ya es prácticamente contaminar la tierra. Pero realmente el problema del agua es más importante ahora mismo que casi de las temperaturas que estamos teniendo. Y todo por una falta de acción política. No están ayudando al agricultor, lo están hundiendo. Merci Antonio. Gracias. Voilà, c'est passionnant mais un peu déprimant tout ça, et même s'il faut rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vais de ce pas noyer tout ce spleen dans une bonne grosse bouteille de vin. Et ça tombe bien, parce que la semaine prochaine, on s'enquille un dernier best-of sur des viticulteurs particulièrement débrouillards. Alors on se retrouve la semaine prochaine au milieu des vignobles. Bonne semaine.